Avec nos menus sans armes ni bible, nous venons au nom du magistère de la parole dûment reçue par vous, très chers téléspectateurs, afin de vous donner la quintessence, la teneur de ces différents faits d'actualité évoqués dans le cadre de cette édition du débat panafricain. Nous sommes donc fort aises de vous savoir assez nombreux comme tous les dimanches lorsqu'il est 13h GMT, 14h de Malabo, afin donc d'apprécier avec la lecture panafricaniste ces faits d'actualité qui sont posés sur la table de débat. Ils seront donc autour de nous pour nous permettre de voir un peu plus clair dans le labyrinthe de ces différents sujets. Nous avons sur ce plateau central, celui-là qui a conduit depuis plusieurs années les débats sur Afrique Média Télévision. C'est le gardien du temple en ce qui concerne effectivement la lutte néo-panafricaniste. On est très heureux de l'avoir sur ce plateau. Docteur Basilikine, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Patrice. Et je suis une fois encore heureux d'être là pour échanger avec les autres Africains, avec surtout ceux qui aiment l'Afrique, qu'ils soient africains ou pas, et ceux qui trouvent que la situation qui prévaut, qui a prévalu depuis des décennies et des décennies jusqu'à l'époque présente, eh bien, cette situation devrait évoluer. Et je crois que, personnellement, quand j'ai entendu Monsieur le Premier ministre du Burkina faire sa déclaration, je me suis dit, enfin, les autorités prennent la parole pour nous accompagner. Parce que nous, ça fait 11, bientôt 12 ans que nous demandions ces changements et malheureusement, nous n'avions pas été assez écoutés. Et quand nous avons un Premier ministre, surtout un jeune qui arrive comme ça et qui donne le ton, eh bien, ça nous fait chaud au cœur parce que nous croyons et nous espérons qu'en réalité, le changement, c'est pour demain. Merci à vous, docteur Basilikine. On va vous permettre d'avoir une lecture en une minute, docteur, autour de ce sujet d'accueil. On évoque donc ce terrorisme de l'État français contre le Mali, avec cette interrogation à quand donc la réunion du Conseil de sécurité. Les faits, nous les connaissons et ils sont plus récent avec cette démarche du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop le 16 août dernier, qui a dit avoir une véritable documentation aujourd'hui sur le rôle trouble que joue finalement la France contre son pays, et demandait d'ailleurs une réunion du Conseil de sécurité afin que ces faits-là soient déposés à la table du débat, afin que nul n'en ignore. Sauf qu'aujourd'hui, on se demande où est-ce que l'on en est avec cette demande du Mali. Écoutez, nous avons pris l'habitude de ce que aux Nations Unies et partout dans le monde, c'est la voix du colonisateur qui a prévalu. Et aujourd'hui, voilà que des autorités, comme j'évoquais tout à l'heure, le premier ministre du Burkina, eh bien, aujourd'hui, les Africains prennent de plus en plus leurs affaires en main et ils mettent dans le fait accompli les Nations Unies, qui, je dois dire, et il faut le reconnaître, que depuis leur naissance à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'est les Nations Unies ont davantage joué au profit des grands de l'Occident et au détriment des pays en développement. De telle manière que la guerre est aujourd'hui vieille de près de 80 ans bientôt, mais on n'a pas vu véritablement de changement de développement économique dans nos pays. Et je crois qu'à ce moment-là, les autorités africaines ont toutes les raisons après avoir fait des constats, de poser des questions. Est-ce que les Nations Unies, c'est au service de l'humanité ou c'est pour la préservation des prérogatives et des avantages, d'énormes avantages aux pays occidentaux? Si c'est le cas, eh bien, nous ne pouvons espérer qu'une nouvelle organisation va être mise en place pour changer les choses. Si ce n'est pas le cas, eh bien, les Nations Unies, qu'elles répondent aux questions des Africains, en particulier, en nous disant, nous avons agi comme ci, comme ça, parce que nous croyons que nous avons réagi de cette manière, parce que nous avons constaté que, eh bien, désormais, si la situation a changé, nous nous engageons à agir autrement.
Merci Et à vous. c'est ce que les Africains attendent. Merci à vous, docteur Basiliken. Depuis Bamako, Issa Diawara, vous êtes avec nous, activiste panafricaniste. On vous retrouve et la même préoccupation. Très cher monsieur Issa Diawara, quand donc cette réunion du Conseil de sécurité afin de statuer sur le retour de la France contre votre pays? Bonsoir. Oui, bonsoir à vous, monsieur le journaliste Fabrice Ndoum. Et bonsoir à tous les Cameroun, bonsoir à toute l'Afrique. À quand la réunion au Conseil de sécurité, il faut dire à quand l'humiliation de la France au Conseil de sécurité. Ça ne serait pas une réunion, je vous le promets. Le Mali a réuni suffisamment de preuves. Quand vous voyez la France courir, demander, supplier une médiation du Sénégal, supplier les autorités algériennes pour qu'elles interviennent auprès de leurs alliés le Mali, c'est en fait pour éviter ce qui s'est passé. Mais c'est Fabrice Ndoum, tout simplement, à présent ne trouve aucune explication à ce que la France a réellement posé comme acte. On ne peut pas comprendre qu'un pays qui s'est dit avoir été appelé pour expulser les terroristes, un pays à qui on avait simplement demandé un soutien aérien, qui est venu avec combien de bases militaires ici, qui a contré un président qui était tellement faible à leurs yeux, qui a contré ce président à signer plusieurs accords. Finalement, si ce même pays aujourd'hui il s'avère qu'en réalité c'est ce pays qui est venu propager le terrorisme. Puisque disons-le, quand la France intervenait, le Mali n'avait pas aussi des problèmes de terroristes. C'est aujourd'hui, c'est ces derniers temps, c'est avec l'implantation de la France que le terrorisme a gangréné, que le terrorisme a occupé tout le Sahel. Donc, ça fait longtemps qu'Afrique Média le disait, que les journalistes ici, les consultants, tout le monde en parlait, que cette histoire du terrorisme, c'était la France. Il nous restait des éléments matériels. Aujourd'hui, je vous le dis, le Mali a des photos, le Mali a des vidéos, le Mali a des enregistrements vocaux qui incriminent la France dans ce qui s'est passé. Parce qu'à chaque fois que la France fait débarquer des troupes terroristes, la communication entre les officiers français et ces terroristes, ce sont des informations et des communications qui ont été soigneusement enregistrées par le Mali. Donc nous attendons impatiemment la France à la barre. C'est un débat de confrontation de preuves. La France refuse. Elle propose à ce qu'il y ait des intermédiaires. Elle demande, elle supplie une négociation entre elle et le Mali. C'est là, c'est à ce niveau que nous sommes jusqu'à présent. Merci. Très cher monsieur Issa Diawara pour toutes ces précisions. Sylvain Baron, nous vous retrouvons du côté de la France. Merci infiniment que d'être là dans le cadre de cette édition du débat panafricain. Une toute première avec vous et on espère clairement qu'on fera un très bon débat. Alors Sylvain, à votre avis, pourquoi est-ce que la date de la tenue de cette réunion du Conseil de sécurité à la demande du Mali visiblement traîne? Alors, moi, je suis pas dans le secret des dieux, y compris au sein des discussions du gouvernement malien. Donc, nécessairement, les plus informés sur ce genre les informations qui incriminent la France sont forcément les officiels maliens. Nous, du point de vue français, malheureusement, même d'ailleurs sur les réseaux sociaux et les canaux alternatifs, il n'y a pas tellement d'informations qui filtrent, qui nous permettrait, même en plus en fraternité avec le Mali, puisque nous sommes déjà à minima d'accord avec les Maliens et les Algériens ont témoigné aussi dans les rues récemment de leur mépris pour Monsieur Macron. Nous sommes d'accord avec eux pour dire que les politiciens français n'agissent pas ni au nom de nos intérêts à nous, ni au nom des intérêts africains. Donc on veut bien l'entendre, on veut bien voir comment on peut aider, on veut bien voir de notre côté comment on peut jouer là-dessus. Mais je reconnais que j'ai peu d'informations. Je suis prêt à le croire, mais j'ai peu d'informations qui arrivent jusqu'à nous. Allez, merci à vous Sylvain Baron, même si on n'a pas eu le retour avec nous en studio. Merci à notre ami Piatan pour sa dextérité afin de nous permettre d'avoir les réactions de nos amis via Zoom sur ce plateau. Lina Labaye, nous vous accueillons. Alors, pour Issa Diawara l'a écouté tout à l'heure, cette réunion traîne parce qu'il y a des preuves plus qu'accablantes contre le complot international, puisque ce n'est pas seulement le Mali, le complot international contre le Mali. Donc il faille tout faire
pour éviter cette humiliation devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Un avis, pardon, que vous partagez, Linda Larbaoui. Bonsoir. Bonsoir Afrique Média et bonsoir au plateau, à tous vos invités et nos téléspectateurs. Moi, je pense qu'il fallait attendre justement que Macron passe par Alger et on aura des suites forcément incessamment sous peu. Et je pense aussi que la France va passer aux négociations. C'est ce que je pense. Ça ne reste qu'un avis personnel par rapport à tout ce que j'ai comme données et puis comment j'ai suivi l'affaire et comment je connais les dossiers du terrorisme. Et puis il y a des fois des négociations qui se font douces et généralement c'est les plus fructueuses, voilà, qui donnent un pouvoir justement à la personne qui dépose plainte. Je dis ça parce que c'est vrai que Macron n'a pas eu de gaz, il n'a pas eu des marchés. On aura remarqué que M. Tebboune avait parlé des accords de 2012 parce qu'il y avait eu pas mal de marchés, mais les accords n'ont pas été respectés ni par la France ni par l'Union européenne. Mais néanmoins, il y a eu quand même quelque chose, c'est des accords sécuritaires au niveau de la Méditerranée et sécuritaires au niveau du Sahel. Donc, j'ai essayé de traduire les mots pour ne pas que ça soit traduit faussement sur les réseaux sociaux. Donc, Monsieur Chenderiha, qui est le chef d'état-major actuel, a dit nous allons, ça sera une relation claire, ce que l'Algérie espère, relation claire, honnête et pragmatique. Et ce sont uniquement des échanges de points de vue et des consultations, pas une coopération. Il n'y aura pas d'échange de données, d'échange d'informations. C'est pas dans ce sens-là que j'explique clairement. Il n'y a pas d'échange il n'y a pas de coopération et d'échange d'informations et de données. Voilà. Chacun garde ses informations pour lui. Et chacun garde ce qu'il sait pour lui. Voilà. Donc je pense que il y a le dossier malien, on en a longuement parlé, hein, les médias, les responsables algériens, tout ça, ils en ont longuement parlé, que c'est un sujet c'était le premier sujet qui était sur la table et ça a été abordé, mais longuement et plusieurs fois. Donc, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais de ce que j'ai compris, c'est vrai que nos amis maliens ont des preuves. Nous connaissons l'implication de la France dans l'histoire du terrorisme. Depuis 1928, la création des frères musulmans avec Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, et son papa, Saïd Ramadan, qui était trésorier de cette association. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons tout ça. Donc, forcément, il y a des preuves. Et encore une fois, je me répète, et je pense que je ne me trompe pas. Je pense que la France va passer, elle va passer aux négociations avec le gouvernement malien. D'un côté, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que quand on a des jokers en main, je dis bien des jokers en main, ce n'est pas qu'un seul joker, on peut avoir beaucoup de pouvoir et un champ de manœuvre assez large pour dire ce qu'on veut. C'est ce que l'Algérie a fait, parce que quand je retrace l'histoire du terrorisme en Afrique, donc qui a démarré par l'Algérie, en 94, je crois, il y avait eu l'histoire du détournement d'avions, et en 96, c'est pire, c'était l'affaire des moines de Tibérine qui ont été sacrifiés. Et quand les Algériens ont eu toutes les preuves que ce n'était qu'une affaire franco-française, où il y avait Juppé qui était impliqué, Marchiani aussi qui était impliqué, et Djamel Zitouni, c'était un homme des services secrets français, c'est là
c'est ce dossier-là qui nous a permis de sortir des sanctions. Parce qu'en 96, justement, cette affaire, quand elle a eu lieu, l'Algérie avait été sanctionnée. On a vécu ce que nos amis maliens ont vécu. On n'avait pas d'armes, on n'avait pas de munitions, on n'avait pas grand-chose. Et beaucoup de militaires sont morts et beaucoup de policiers, des gendarmes. On enterrait tous les jours à peu près une dizaine de militaires et de gendarmes. Et de policiers à cette époque-là. Et c'est ce dossier-là, quand il y a eu les preuves, tout ça, qui nous a donné du pouvoir pour sortir des sanctions. Et certainement, il y a eu des négociations avec la France, et chose qui nous a permis quand même après d'acheter des armes, et puis tout le monde sait où on est l'Algérie aujourd'hui au niveau des armements. D'accord. Donc, on verra bien, c'est le temps qui nous le dira. Merci à vous, Madame Linda Larbaoui. Vous croyez, dire comme faire, qu'il faudra certainement négocier, puisque le Mali, vous le dites d'ailleurs, a plusieurs jokers à main, et donc ils peuvent les jouer en tout cas à tout moment. On vous a très bien suivi, et on va revenir sur ce plateau, apprécier votre lecture, Président Mandakani. Vous êtes avec nous ce matin, président du nouveau mouvement populaire au Cameroun. On est très heureux effectivement de vous avoir encore ce dimanche, le temps de vos civilités, comme vous aimez d'ailleurs bien le faire, et vous aurez certainement l'amabilité de nous apporter quelques précisions autour de ce sujet d'accueil. On suit avec beaucoup d'intérêt l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine, rendue à 6 mois. On a jusqu'ici au moins 2 réunions urgentes du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se sont réunis, si ce n'est pour tenter de jeter un regard sur les prétendues exactions commises par l'armée russe, et pour tenter d'incriminer, on va dire littéralement, l'action militaire russe du côté de l'Ukraine. Pourtant, ça fait quand même un moment que le gouvernement malien dit détenir des preuves accablantes contre le rôle trouble, du moins contre le complot international contre le Mali. Sauf que jusqu'à ce jour, on n'a rien à se mettre sous la dent du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. La récente réunion, c'était également sur des questions ukrainiennes. Pourquoi est-ce que ça traîne, Président? Bienvenue. Bonsoir, bon après-midi, Fabrice Ndoum. J'ai attachement épouse, à qui j'ai toujours un regard particulier. Tout à fait. Un après-midi d'excellence à notre doyen, Papa Basileki, dont l'engagement force le respect au regard de son âge. Nous sommes beaucoup impressionnés et encouragés par la présence de ce doyen parmi nous chaque dimanche. Nous tenons à saluer ça. Nous qui sommes plus jeunes. Et quand on connaît en Afrique le caractère sacré du droit de naissance, on ne peut que s'incliner devant la présence de notre papa parmi nous. Je salue Linda Larbaoui, qui est de l'autre côté, le général Jawara, c'est bien l'appel général. Donc je le salue chaleureusement. Je suis très content de retrouver la grande famille. Bon, j'ai vu un drapeau français flotter là-bas. Je n'ai pas bien compris ce que ça signifie. Vous allez m'excuser, hein, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça signifie réellement. Donc je ne connais même pas le nom de notre invité. Sylvain Baron. Sylvain Baron. Ah, c'est M. Sylvain Baron. Bon, j'ai vu un drapeau français flotter là avec beaucoup de fierté. Je pense que chacun va commencer à venir ici avec le drapeau de son pays. Hein, parce qu'il ne faut pas faire de la provocation. Il faut faire de la provocation. Je ne sais pas si les Africains peuvent aller sur des plateaux en France. C'est un plateau en France et placer le drapeau de leur pays. Donc si on nous provoque, alors qu'on s'attend à assumer les conséquences. C'est un ami du combat panafricaniste. Ok, si vous dites qu'il est un ami, tant mieux, parce que c'est la première fois que je fais un plateau avec lui. Je dis ce que je vois et ce que je ressens. Maintenant, je peux me tromper, mais j'ai vu un drapeau flotter. Il n'y a pas un problème fondamental à faire flotter son drapeau, mais sur le plateau d'Afrique Média, tant qu'il n'y a pas d'explication, ça pose quand même un problème sérieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire simplement. Donc, si ce n'est pas la provocation, il n'y a pas de problème à ce niveau, il n'y a pas de problème. Afrique Média, c'est un plateau panafricaniste. Les panafricanistes sont ouverts, ils ne sont pas xénophobes, ils ne sont pas des extrémistes, mais il y a des limites à ne pas franchir. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je salue tous les panafricanistes qui sont attachés à notre émission.
il a sa valeur historique. Ils sont là cet après-midi. Ils ont tout mon respect. Et je m'incline devant les techniciens pour les efforts qu'ils font pour maintenir notre télévision à un certain niveau de standard technique. Alors, pour revenir à votre question, mon cher Fabrice Ndom, je ne sais pas si les deux cas sont comparables au niveau du Conseil. Quand vous comparez la démarche liée à la situation en Ukraine, on avait accusé la Russie. La Russie a demandé une réunion du genre du Conseil. Mais ceux qui accusent la Russie, c'est ceux qui ont fui. Tout à fait. Donc c'est quand même un peu différent. Je dis un peu différent. Parce que on est dans un cas de désinformation globale, de fake news, montée de toutes pièces, dans la pure tradition de l'empire du mensonge, qui est l'Occident collectif, qui, chaque fois qu'il veut faire des crimes, il ment d'abord pour perpétrer des crimes. Donc, les fakes événements qu'ils ont organisés en Ukraine pour accuser la Russie, pour la discréditer et manipuler leur opinion publique, et continuer à entretenir, n'est-ce pas, en nourrir ce qu'on appelle la russophobie, qui permet une fois de plus de souder l'opinion publique occidentale peu informée autour des dirigeants criminels. Quand la Russie a demandé, ok, il n'y a pas de problème, venez, allons au Conseil de sécurité, on va voir, c'est eux qui ont fui. Mais ici, vous avez un membre des Nations Unies qui remplit toutes les conditions pour siéger aux Nations Unies. Il s'appelle le Mali. Et qui connaît la Charte des Nations Unies, qui connaît la signification des articles fondamentaux des Nations Unies. Je parle des articles fondamentaux de la Charte. Et parmi lesquels vous avez ce qu'on appelle l'égalité souveraine des nations et l'inviolabilité de la souveraineté des nations. Entre autres. Donc cet État-là, n'est-ce pas, a déposé une plainte accusant un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'on appelle la France, non seulement de violer la souveraineté du Mali, de piétiner la souveraineté du Mali, mais en plus d'armer les terroristes et de leur fournir des informations. C'est un fait gravissime. C'est un précédent grave et inédit en Afrique. Ça fait des siècles qu'on n'a pas vu un État africain procéder de la sorte, n'est-ce pas, dans le contexte des Nations Unies et spécifiquement, n'est-ce pas, dans cette dynamique où on voit, n'est-ce pas, une nation africaine en lutte pour la consolidation de sa souveraineté, n'est-ce pas, contre une ancienne puissance coloniale. Une telle démarche, n'est-ce pas, être assumée par un État africain au niveau des Nations Unies. Mon cher Ndoum, pour faire un peu de pédagogie, lorsque vous êtes dans un commissariat, dans nos États, il y a ce qu'on appelle les commissariats. Lorsque vous avez affaire à un voisin, ou bien vous avez constaté qu'un voisin vous a causé un préjudice, un vol ou un préjudice quelconque, vous allez au commissariat, vous déposez la plainte. Le commissariat va envoyer une convocation à ce voisin pour dire que viens t'expliquer ici, il y a un Camerounais, ou bien il y a un Tchadien, ou bien il y a ton frère. Conformément, ton voisin, conformément à la loi du pays, il t'a accusé ici d'avoir fait ça, il vient t'expliquer ici. La plainte, quand elle suit le cours normal des choses, va aboutir à ce qu'on appelle une instruction. On va instruire la plainte pour voir si tu racontes des histoires, ou bien si tu dis la vérité. Si tu dis la vérité, n'est-ce pas, conformément à la loi, on va interpeller le voisin, on va l'incriminer. C'est pareil un peu à l'ONU, je fais de la pédagogie. C'est pareil, on peut dire que c'est pareil, je n'exagère pas quand je dis ça. Je schématise, mais c'est pareil, je veux que tout le monde comprenne de ce qu'il s'agit. Le Mali a porté plainte à l'ONU. Et au Conseil de sécurité de l'ONU, alors où nous parlons, c'est présidé par la Chine. C'est la Chine qui préside ce conseil. Tout à fait. C'est un conseil, c'est rotatif. Alors, le rôle de ce Conseil de sécurité, entre autres, c'est de recevoir les plaintes des États membres. C'est de recevoir les plaintes. Donc il n'y a aucune raison, absolument aucune raison qui empêche, n'est-ce pas, qu'on reçoive la plainte de Mali. Donc je dis bien recevoir la plainte. Et écouter les deux parties. On ne dit pas que la plainte a dit que la France a un droit de veto à l'ONU, c'est évident. Donc, on n'est pas à ce niveau.
Encore à ce niveau même, on ne sait pas à quoi servira le droit de veto pour la France. Parce que si elle fait son droit de veto, elle aggrave son cas. Elle laisse le droit de veto, elle aggrave son cas. On appelle ça être coincé. Son cas. Donc le débat n'est pas là. C'est que le Mali, en amenant ce dossier au Conseil de sécurité, en portant plainte au Conseil de sécurité contre la France, prend le monde entier à témoin. C'est le monde entier qui est pris à témoin. Il ne s'agit même pas de s'attarder sur les mécanismes internes de l'ONU. C'est de la diversion. Ça n'a pas de sens. Le monde entier est témoin parce que l'ONU, dans la forme, de manière formelle, est censée être l'organisation qui appartient au monde entier. Je dis bien sur la forme. Je dis bien sur la forme. Puisqu'elle s'appelle Organisation des Nations Unies. Donc le monde entier, au nom duquel prétend parler l'ONU, est pris à témoin. C'est-à-dire le Mali dit au monde entier, organisé en Nations Unies, que voici ce que un membre du Conseil, une puissance, membre du Conseil de sécurité, n'est-ce pas, permanent du Conseil de sécurité, avec droit de veto, fait dans mon pays, viole délibérément la Charte des Nations Unies, viole délibérément le droit international et se comporte pire qu'un colon. C'est-à-dire, même le colon est encore mieux. C'est-à-dire que l'État français, c'est-à-dire, il se comporte avec une désinvolture que même une position coloniale ne peut justifier. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Fabrice Dôme. Alors, le monde entier, donc, n'est-ce pas, est obligé de répondre au Mali. Quand je dis le monde entier, je dis le monde entier organisé en Nations Unies. Ne peut pas ne pas répondre au Mali. Donc, on va au moins dire, on va voir ce que le Mali est en train de dire. Et l'ONU avait déjà perdu sa crédibilité. C'est-à-dire, personne de sérieux dans ce monde ne croit en l'ONU. Mais là encore, c'est plus grave. C'est plus grave parce que dans le contexte actuel de la situation actuelle de la géopolitique mondiale, les Nations Unies ne peuvent pas se permettre à l'heure actuelle de s'amuser avec la plainte du Mali. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de crédibilité, mais on ne les a pas encore achevés. Parce que là, on va les achever en Afrique. C'est-à-dire que ça sera terminé en Afrique. Ça a commencé là-bas en RDC. On s'attendait le mot, les populations ont chassé. La MONUSCO, je prends là-bas en Goma, tu prends en Boutembo. En Boutembo, oui. Les populations les ont chassés. Mais se sont réorganisés à l'intérieur du pays. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Pourquoi on les chasse? Vous êtes longtemps quelque part, on vous laisse. Les gens vous tolèrent. Après un matin, les gens vous chassent. Parce que vous êtes... Trop, c'est trop. Ces voyous de l'ONU sont permis de tirer ces populations là-bas. De tirer. Trop, c'est trop. Les populations les ont chassées. Ça commence comme ça, mon cher Fabrice Dôme. Donc en Afrique, il y a des aspirations extraordinaires contre les Nations Unies en Afrique. Les Africains ont compris très longtemps que l'ONU est une organisation criminelle qui travaille contre l'Afrique. Je dis bien l'ONU, je ne dis pas les membres de l'ONU. Attention, il faut faire la nuance. Parce que quand on dit ONU, je ne parle pas des membres. Parce que les pays africains sont membres de l'ONU. Beaucoup d'États sont membres de l'ONU. Ils ne commettent pas de crimes internationaux. Mais l'ONU, en tant qu'organisation dirigée par un conseil de sécurité dans laquelle on a créé une entité monstrueuse qu'on appelle communauté internationale, est devenue aujourd'hui une organisation criminelle qui fait des crimes extraordinaires en Afrique et qui est dans tous les complots contre le continent africain. Et les Africains, dans leur immense majorité, commencent à en avoir marre de l'ONU. Je pense que c'est dans cette dynamique que le génie diplomatique malien, n'est-ce pas, a poussé, n'est-ce pas, les dirigeants du Mali à prendre leurs responsabilités historiques et à dire, ok, d'accord, comme il n'y a pas une instance, en dehors de l'ONU, nous allons amener ce dossier là-bas, dans ce qu'on appelle Conseil de sécurité, et prendre le monde entier à témoin et l'opinion publique africaine, panafricanisée, à témoin. Pour dire que, ok, nous avons les preuves. Et moi, je vais vous dire, la plainte du Mali a deux volets. Il y a le premier volet consistant à présenter au monde la violation de la souveraineté du Mali. La plainte a un annexe, il y a une annexe de la plainte, dans laquelle le premier volet, à savoir la violation de la souveraineté du Mali, est suffisamment documenté déjà au niveau de la plainte en annexe. Tout à fait. Bien documenté avec tous les détails. Tous les détails et les preuves. Il dit que tous les détails, n'est-ce pas, de la violation de la souveraineté du Mali par la voyoucratie qu'on appelle la France. Donc, c'est clair et c'est net. L'autre volet, c'est-à-dire qu'on dit là, on appelle ça comme tout à l'heure, Lina Lavoué disait,
les cartes. On a les cartes en poche. On ne les sort pas trop. Donc, pour dire que, comment ce qu'on appelle Conseil de sécurité, quand la procédure là-bas, qui peut empêcher de recevoir la plainte du Mali? Ça n'existe pas. Et donc, quand vous entendez, Président Mandakani, cette réunion doit absolument se Mais tenir. c'est clair et net. Ils font des réunions pour des bêtises qui n'ont pas de sens. Souvent ils bavardent là-bas, on ne rien dit. Ils font des réunions même souvent où on dit que bon, on reçoit, hein, on dit que les ambazoniens, les séparatistes, on dit ceci, on s'assoit, on bavarde. On dit que c'est une réunion vraiment, bon, on parle seulement. Pardon. Et comment on peut expliquer au monde entier et aux Africains qu'une question aussi sérieuse ne peut pas être prise en charge par les Nations Unies? Je vous dis que les Nations Unies sont placées devant. C'est-à-dire que c'est le... ça, c'est là. On dit que quoi? C'est-à-dire c'est le dernier carré. C'est la dernière étape. Puisque l'enjeu est colossal, Président Mandakani, est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Est-ce que l'ONU va véritablement accepter que cette once de légitimité, entre guillemets, qu'elle avait peut-être, vous l'avez si bien dit, auprès de certains peuples, puisse s'évaporer aujourd'hui? On n'est pas en train de supplier l'ONU, fait comme ça. Le Mali est en train d'exercer ses droits de membre de Nations Unies. C'est un droit. Mais c'est pas cette situation où vous êtes membre. Vous avez un problème, vous amenez ça à la table, on dit qu'on ne reçoit pas. Vous faites quoi encore les gens? Vous sortez de là. Oui. Comment? On n'est pas de supplier l'ONU. Le Mali, c'est un droit. En tant qu'État membre, le Mali a le droit d'être entendu à l'ONU. Dans le cadre de ces mécanismes internes, le Mali a le droit d'être entendu. Et la diplomatie malienne sait très bien ce qu'elle fait quand elle amène la plainte au niveau du Conseil de sécurité. Ce ne sont pas des incultes. Ce sont des stratégies de haut niveau, ils l'ont démontré. Et il y a plus. Le Mali sait très bien qu'elle engage la crédibilité internationale. Est-ce que ce n'est pas le jeu? Quand vous allez dire au monde entier que j'ai les preuves contre tel, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc on n'est pas en train de supplier l'ONU. À l'ONU, on parle de tout et de rien. On parle des droits de l'homme, on parle des droits des chiens, on parle des droits des chats. À l'ONU, il y a des ONG qui viennent raconter n'importe quoi à l'ONU. Mais vous allez expliquer quoi qu'un dossier aussi solide, vous refusez d'écouter, de recevoir la plainte et d'instruire la plainte des membres des Nations Unies, qui, plus est, a interpellé le Conseil de sécurité dans ses prérogatives, puisque le rôle du Conseil de sécurité, entre autres, c'est d'assurer la sécurité internationale de manière formelle. Alors, le Mali est en train de poser un cas où la sécurité internationale est menacée, mon cher Fablin Doum, par les pratiques d'un membre du Conseil de sécurité qui, lui, formellement est censé être parmi les gens qui garantissent la sécurité internationale. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, pour que ce plainte ne soit pas recevable. Mais je vais aller plus loin, avec votre permission. Le comportement des pays africains. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de l'interpellation que constituait la plainte du Mali. Quelle est la réaction des pays africains? Fablin Doum, nous ne cesserons jamais, on va cesser jamais de nous attarder, de faire cas du comportement des Africains et de l'Afrique. Beaucoup ont dit que le Mali allait un peu trop loin, il fallait véritablement jouer la carte douce, aller, je dis quoi, marquer les pas doucement, que le pas qu'a osé franchir le Mali pourrait avoir des conséquences assez graves. Certains membres du Conseil national de la transition nous ont écrit disant que voilà les réactions des autres pays africains vis-à-vis de ces démarches maliennes. Quels pays africains? C'était nous, le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, allons-y, le Ghana. Le prix carré français. Citons, on peut les citer. C'est quoi? Il y a d'autres. On les connaît. Quelles conséquences de quoi? Ces pays ont déjà fait quoi pour le Mali? Allons pas à pas. Ces soi-disant pays africains ont déjà fait quoi pour le Mali? Si ce n'est pas d'organiser la mort du Mali, si ce n'est pas de détruire le Mali. Ils veulent donc finalement faire diversion. Ces pays, c'est pire que la diversion. Ils sont dans leur rôle. Ils sont des États africains de façade. Ce ne sont pas des États africains. Et le débat politique géopolitique doit arriver à ce niveau. Nous on attend ça depuis 10 ans. Que le débat géopolitique arrive à ce niveau. Ce sont des États africains de façade. Ce ne sont pas des États africains. On parle de quoi? On parle de quel pays? De quoi? Les membres de la CEDEAO? Quoi? L'État sénégalais? Évidemment qu'il faut distinguer les populations du Sénégal, c'est évident. L'État sénégalais, mais l'État sénégalais est dans son rôle. L'État sénégalais a toujours été le garçon de course de la France coloniale. L'État français a toujours été la sous-préfecture l'État sénégalais a toujours été la sous-préfecture par excellence. Je dis bien à distinguer avec le peuple sénégal. Je précise qu'il n'y a pas d'amalgame. C'est comme le pays que nous a donné Cheikh Anta Diop. Tout à fait. Vous ne citez que lui. Donc je parle bien de l'État sénégalais. Il a toujours été cet État-là, la capitale de la colonisation française en Afrique. Donc, mais qui est surpris
que son président, l'un des présidents les plus corrompus du continent à tout point de vue, vient s'agiter en parlant de médiation. Ça surprend qui? Évidemment, il faut la médiation parce que si la France tombe, Macky Sall va tomber le premier. Cet État sénégalais va tomber pour qu'on le remplace par un vrai État sénégalais qui va travailler pour le service du peuple sénégalais. Et africain. Pardon? Tous ces États que vous citez là, ce sont des sous-préfectures de pacotille qui ne doivent leur suivre que si la France continue à avoir son long coup colonial. Mais on est désolé pour eux. Tant pis pour ces États, c'est terminé. C'est terminé. Est-ce que le Mali a des comptes à rendre à des États qui ont obéi à l'ordre du criminel qui est à l'Élysée de détruire le Mali? Quand le Mali ployait sous les coups des terroristes, où étaient ces États? Ils étaient où? Ils se moquaient du Mali. Ils ont laissé le Mali à leur propre sort. C'est quand le Mali s'est levé contre le terrorisme que ces États se sont réunis sur ordre de Paris pour détruire l'État malien. Pour le détruire. Alors, c'est pas seulement de ça qu'il s'agit, Fabrice Ndom. C'est-à-dire que il faut approfondir ce type de comportement. D'abord, premièrement, moi ça me fait sourire. Quand des médiations sont négociées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali a raison. C'est-à-dire avant même qu'on ouvre la plainte, le Mali a raison. Vous ne réagissez pas devant une plainte aussi grave en sollicitant la médiation. Sauf si vous êtes en train d'avouer. Parce que quand, de manière formelle, mon cher Fabrice, le Mali porte plainte et dit, vous violez notre souveraineté et vous armez les terroristes. Que fait la France? Elle commence à pleurnicher. Elle déplace le débat du terrain des preuves pour violer les sentiments et les émotions. C'est une injure. Hein? C'est une injure aux 50 ou bien 60, aux milliards de soldats morts dans le Sahel. C'est une injure. Hein? C'est quoi ça? C'est ça le débat? C'est ça le débat? Est-ce qu'on le prend comme ça? On comprend que ça veut dire vous déplacez le débat sur le terrain de l'émotion, des sentiments. Alors qu'un État est en train d'apporter le débat sur des choses objectives, sérieuses. On vous accuse de viol de souveraineté, on vous accuse, n'est-ce pas, d'armer les terroristes. Deuxièmement, vous actionnez en sous-main vos sous-colonies pour parler de médiation. On fait la médiation de quoi? La médiation aussi à quel but? Je pose la question. La médiation aussi vise à quoi? Les panafricanistes ne sont pas les extrémistes. Hein. Nous savons ce qu'on appelle négocier. Les panafricanistes savent ce qu'on appelle négocier. En géopolitique, on négocie. En politique, on négocie. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la négociation a un but. On négocie pour atteindre un objectif. Dans un cadre précis. La médiation ici, c'est pourquoi? À partir de la preuve de la plainte du Mali, vous dites, ok, tu as fait la médiation. Macky Sall les consorts. C'est pour faire donc quoi? Votre médiation, c'est quoi? Pour dire que le Mali a menti? Pour dire que la France ne fait pas ce que le Mali, ceux dont le Mali l'accuse? C'est ça la médiation? Ou bien vous voulez calmer les Maliens que bon, ok, vous avez raison, mais arrangeons ça entre nous. Pour l'intérêt de qui? Qui sont gagnants là? Qui sont gagnerait le Mali dans l'hypothèse d'une médiation avec la France? Le Mali gagne quoi? Est-ce qu'on fait la médiation avec la France? Vous connaissez la France? Puisque Linda Labaye semblait le dire tout à l'heure que on pouvait jouer une carte, sachant que l'on a plusieurs avec soi peut-être pour essayer de compenser. Que gagnerait donc l'État malien si jamais la négociation devrait être, je dis quoi, la condition sine qua non dans cette affaire? Mais je viens de vous dire, la médiation peut ouvrir la porte à la négociation. Mais la médiation n'est pas la négociation. Il faut pas confondre les deux. Alors, le Mali a porté plainte. Le Mali a porté plainte. Et accuse la France d'un ensemble de choses. Et il faut bien voir le contexte précis de la plainte. La plainte survient alors que la France vient de se retirer. Entre guillemets, dit qu'elle a retiré tout sa pacotille de Barkhane là. Ça fait règle de Barkhane. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle met tout ça devant le Mali, devant le visage du Mali. Au Niger, de la frontière. En face du Mali. Ça change quoi? Et allez écouter ce que les officiers français disent en coulisses. Il y a les vidéos, il y a les preuves en coulisses. Qu'ils vont faire payer au Mali. Oui. Ils vont lui faire payer sa chair. Il y a des vidéos. Il y a les vidéos et tout et tout. Ça veut dire que le retrait de Barkhane au Niger, c'est pour préparer la guerre contre le Mali. Bon, les médiateurs le savent. Est-ce que les médiateurs là le savent? Ou bien ils font semblant de ne pas le savoir. Et puis quand on parle d'une médiation, il y a ce qu'on appelle la crédibilité d'une médiation. À l'heure actuelle, on connaît très bien les projets de la France contre le Mali, de l'Occident. L'Occident ne recule jamais. L'Occident, c'est leur principe, ne tolère pas qu'un nègre lève la tête devant eux. On connaît tous la charte de l'impérialisme là. Le Mali a franchi les limites rouges depuis très longtemps. Va-t-elle reculer? Pour atterrir où?
Donc quand on parle de médiation, mon cher Fabrice Dôme, il faut savoir d'abord ce qu'on appelle la crédibilité des médiateurs de la médiation. Dans le contexte du Mali, tous les médiateurs là, quand ils viennent faire la médiation, c'est toujours d'abord au profit de la France. Ils ne font jamais de médiation pour que la France lâche quelque chose. Avec objectivité. Je dis, hein, tous ces médiations et ces médiateurs, ils n'ont jamais rien fait quand ils font la médiation. Mon demande, c'est que la France perde la moindre face. Donc quand ils viennent faire la médiation, ce n'est pas une médiation. Parce qu'une médiation suppose 3 parties. Les 2 protagonistes et un supposé neutre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dans le cas d'espèce, le Sénégal est neutre, le Sénégal c'est pas la France. Ou pas la tromperie. Elle dit qu'on veut piéger le Mali en disant que bon, médiation, on envoie si on prend le Sénégal, si on prend le Ghana, tous ces pays-là, c'est la France et la France contre le Mali. C'est pas de la médiation. C'est pas de la médiation, Fabrice Dôme. J'espère que les autorités maliennes, d'ailleurs, on ne prend pas aussi un fait la grimace. Où est la médiation là-dedans? C'est là qu'il s'agit. Alors si on veut négocier, mais on va faire de vraies négociations, mon cher. Et la négociation ici, c'est quoi? C'est que, mais on en félicite une fois. C'est-à-dire que, mais écoutez, mon cher Ndoum, vous savez, à la faveur de l'indépendance, à la veille des indépendances. Pour sortir, il faut passer oui. Avoir Issa Diawara sur... Oui. À la fin des indépendances, mon cher Ndoum. D'accord. C'est-à-dire qu'on a dû négocier pour les indépendances. Tous les pays qui ont négocié l'indépendance d'une certaine façon se sont retrouvés avec les accords secrets de coopération. Tout à fait. Vous comprenez? Où c'était encore même mieux, où la colonisation était mieux parce que bon, on dit, le colon est devant toi. Mais maintenant il fait sa main de partir, il ne vient pas à la fenêtre. Maintenant, il est maintenant 2. Il a lui-même, il y a les 2 colons qu'il a fabriqués pour casser les pieds des gens. Donc, vous vous rendez compte que, est-ce ce genre de négociation qu'on veut refaire avec le Mali? Le Mali a un problème sérieux de sécurité. Le Mali veut maîtriser l'intégrité de son territoire. Le Mali dit ma souveraineté n'est pas négociable. Est-ce que les négociations commencent sur cette base-là, oui ou non? Vous voyez la France en train d'accepter un État malien souverain? Non. Vous voyez ça? C'est possible ça? Vous voyez la... Non, ok, d'accord. Je vous dis que il faut négocier, mais la négociation n'est possible que quand des partis disposés à négocier. Mais un pays comme la France, elle connaît, depuis quand la France a appris à négocier avec les Africains? Depuis quand? Elle tue, elle coupe la tête, elle les bombarde, elle les viole. C'est tout ce que la France sait faire avec les Africains. Quand est-ce que la France a opéré une mutation mentale et culturelle pour négocier avec les Africains? Une négociation me dit une négociation, Fabrice Dôme. Une négociation, c'est pas la soumission, ce n'est pas de dire que ok, je me soumets, ne me tue pas, pardon, laisse-moi un peu respirer. On dit négociation, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit, Fabrice Dôme. Donc c'est une affaire sérieuse. D'accord. Les autorités maliennes ont suffisamment de maturité pour défendre les intérêts du Mali. Moi, je ne suis pas plus malien que le Malien. Je suis un Malien en plus. Mais le Mali, c'est d'abord aux Maliens. J'ai beau être panafricaniste, je ne suis qu'un Malien en plus. Mais je dis, le niveau où on est arrivé là, Fabrice Dôme, c'est même plus l'affaire du Mali contre la France. C'est l'affaire de l'Afrique contre l'Occident. C'est l'affaire de l'Afrique contre l'Occident. Et les États africains qui regardent ne disent rien. Toutes les autorités morales africaines qui regardent cette affaire et se taisent. Tous ces gens qui regardent et se taisent, cette affaire du Mali, sont complices. Merci de la conclusion. Général Issa Diawara, il y a donc des inquiétudes autour de cette prétendue médiation qui serait donc engagée par ceux qui sont considérés comme des véritables cache-sexe de la politique impérialiste de la France sur le continent africain. De la médiation pour la négociation, il y a un palier qu'il faudra certainement franchir. Mais quand on a écouté le président Madakani, il émet véritablement des réserves quant à cette démarche de la médiation. Est-ce que ce chemin-là va finalement, Issa Diawara sera le chemin prépondérant autour de cette affaire? Merci. À la suite du doyen de l'expérimenté président Bandakani, permettez-moi d'aborder dans le même sens. Monsieur Fabrice, il y a quelle médiation dans une histoire où un pays vous dit de tenir des preuves solides? La médiation sera quoi ici? Le Mali dit avoir des preuves solides qui est bien sûr l'État français, aujourd'hui avec à sa tête Emmanuel Macron, utilise des trucs pour déstabiliser le Mali.
il faut tout simplement aller confronter le Mali à ses preuves. Il faut aller écouter le Mali. Si le Mali n'est pas à la hauteur, quel est le pays qui va décevoir? C'est nous, panafricains, c'est le Mali qui va décevoir. La honte va retomber sur le Mali. Mais si le Mali dit vrai, dans quel cas se trouve la déception? Et nous sommes convaincus que le Mali dit vrai. Parce que le Mali n'a fait que confirmer ce qu'on a tout dit sur les médias. C'est que vous, ici, sur Afrique Média, vous avez tout dit. Vous avez éclairé les peuples africains dans ce sens. Et aujourd'hui, le Mali est en train de confirmer vos propos pour que les gens ne disent pas que sur Afrique Média, nous, là, uniquement à bavarder. Voilà, nous avons des preuves. Et n'oubliez pas, tenez-vous au parcours de M. Abdoulaye Diop. C'est un ministre qui a fait presque, en tout cas, qui a franchi toutes les étapes de la diplomatie. À commencer par le Mali, allant dans les institutions sous-régionales, dans les institutions internationales. Un monsieur imperturbable, hein, qui n'a pas froid aux yeux, ça, tout le monde le sait. Prenez la tempe du diplomate Abdoulaye Diop qui a pris tout son temps. Il faut saluer la patience stratégique que le Mali a eu. Parce que ça fait un moment, nous on a parlé aussi sur l'Afrique Média. On disait que pourquoi le Mali même ne doit pas fournir un tel rapport au niveau de l'ONU. Au moment où il y avait Amnesty International, comme on appelle l'autre là, Human Rights, quelque chose comme ça là, et les ONG à la solde, les ONG américaines ou à la solde de l'Occident, qui continuaient d'incriminer le Mali, des ONG qui, par des témoignages, des faux témoignages des gens qui résident même en Europe là-bas, élaborent des rapports pour essayer d'incriminer le Mali. Et on avait RFI et France 24 qui relaient la propagande. D'ailleurs, le Mali est à saluer d'avoir mis dehors RFI et France 24, mais qui continuent dans leur intoxication. Chaque fois, à convoquer des gens sur leur plateau, des gens qu'on dit être des spécialistes du Mali, des spécialistes d'Afrique, des spécialistes du Mali qui ne connaissent pas le Mali. Qui peut mieux connaître le Mali que nous-mêmes Maliens? Qui peut mieux connaître l'Afrique que nous-mêmes Africains? Mais c'est surprenant. Moi, on ne peut pas me prendre tout de suite, me dire spécialiste, je ne sais pas, de la Corse ou de la Bretagne en France. Mais c'est insultant quand même souvent. Mais quand les Maliens parlent, les médias maliens, les journalistes maliens parlent, et les journalistes africains parlent, on ne veut pas écouter. On veut simplement écouter ce que quelqu'un qui dit qu'il n'a rien, qui ignore tout de la culture malienne, qui ne connaît même ce qu'on appelle ici les Sanangouya. Parce que les agissements de Macron même a dit qu'il y a une ethnie qui est stigmatisée. Macron a appelé à une haine ethnique contre une population bien ciblée au Mali, en Afrique de l'Ouest. Mais c'est très grave ce qui se passait de ce côté. Macron a appelé, bien sûr, à cette haine ethnique, à quoi cela peut aboutir. Mais Dieu merci, le Mali n'est pas le Rwanda de 1994. Le Mali ne va jamais tomber dans ce piège. Il n'y a pas question de médiation. Cette histoire de médiation est une honte pour l'Afrique. Monsieur Fabrice Noum, c'est une honte pour l'Afrique. Un pays frère dit avoir des preuves que pendant tout ce temps, des jeunes Maliens, les milliers de jeunes qui sont tombés, des milliers d'enfants et de femmes qui ont été brûlés vifs, que c'est un État, en tout cas qu'on avait tous considéré ici, un État partenaire qui est derrière tous ces massacres, qui est derrière toutes ces tueries, que nous avons toutes ces preuves. Au lieu de courir, venir vers le Mali, nous aidons si vous avez des preuves, et ensemble nous allons sanctionner cet État. C'est ce qu'on appelle un pays frère, c'est ce qu'on appelle une communauté, c'est ce qu'on appelle un pays voisin, tel le discours de M. Ousmane Sonko, qu'il faut saluer, qui dit ne pas avoir, s'il est lui, envoyer des troupes sous casque bleu, des troupes des casques bleus ici, qui vont venir se promener, mais lui doit envoyer des forces qui vont venir se battre aux côtés du Mali. Il va envoyer des militaires qui tomberont là où les militaires maliens vont tomber. Des militaires qui vont triompher là où les militaires maliens vont triompher. C'est ça la solidarité à l'africaine. Aujourd'hui, les peuples africains sont ensemble. Les peuples, même d'autres continents, mais qui aspirent à la liberté, quelle qu'en soit leur race, quelle qu'en soit leur origine, ce sont des gens qui aujourd'hui sont en train de soutenir ce combat pour la liberté du Mali. Le Mali ne se bat pas. Nous, on ne veut pas coloniser la France, on ne veut pas coloniser l'Europe. Nous ne travaillons pas à avoir à créer une guerre entre l'Espagne et la France ou une guerre entre l'Italie et la France. Nous travaillons simplement pour que nous soyons libres, pour que nous retrouvions notre souveraineté. Mais à quoi on va nous incriminer?
Et quand nous disons que nous avons des preuves, les États africains, c'est là pour dire que nous, on sert de médiateurs. Mais c'est ça l'Africain. Mais l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est l'Africain lui-même, finalement. On ne comprend pas. Et si la France détenait des preuves que le Mali était en train de déstabiliser, le Mali était en train d'armer peut-être le Corse en France, le Mali était en train d'armer un pays, le Mali était derrière les terroristes français tels Mohamed Merah dans le passé, est-ce que la France allait pardonner cet acte au Mali? Qu'est-ce que ça allait accoucher de quoi? Même les États africains allaient sanctionner. Aujourd'hui, le Mali dit détenir des preuves, on parle d'une médiation. Mais est-ce que la médiation va réveiller tous nos morts? Est-ce que la médiation va réveiller des jeunes que nous avons perdus? Les femmes qui sont mortes, des enfants qui ont été brûlés, tous les dégâts des terroristes. Et cette médiation, M. Macky Sall, ça va réparer cela? Votre inertie, le fait d'être immobile, qu'est-ce que cela va solutionner en tant qu'Africain? Ça ne vous gêne pas? L'histoire retiendra qu'à un moment, le peuple africain, dans son ensemble, s'est battu du côté du Mali, qui est en train de se libérer de la France. Même qu'à ce même moment, il y a eu quelques dirigeants à la solde de l'ennemi, à la solde de leur multinationales français ou autres, uniquement pour leurs propres intérêts, leurs intérêts personnels. Le fait d'avoir le droit de rester éternellement, je ne sais pas, au service de l'Occident, il y a eu beaucoup de dirigeants africains qui ont travaillé, qui ont tout fait pour casser le Mali. Même si on réussit, ils réussiront cela. Et leurs descendants n'auront pas de pouvoir en Afrique. Aujourd'hui, continuez de profiter de ce que l'Occident vous donne comme largesse. Mais le peuple africain se réveille. Le réveil est très brutal. Le peuple africain va réécrire son histoire. Et nous dirons que tous ceux qui travaillaient pour casser notre élan, même leur descendance, tout le monde apprendra ce qui s'est passé. Notre histoire, personne ne va cette fois-ci la falsifier. Donc il n'y a pas une question de médiation. La médiation ne sert à rien. Le Conseil de sécurité peut refuser de se réunir, puisque ça a été fait de toutes les façons contre les autres peuples du monde. Où certains pays ont le droit de veto, c'est-à-dire quoi? Le droit de vie et de mort sur d'autres. Le Conseil de sécurité peut refuser de se réunir. Nous autres, nous comprenons ce que ça fait. Et nous autres, de cela, nous tirons l'essence de notre nouveau combat. Le Conseil de sécurité peut aller là-bas et ensuite intoxiquer l'opinion. Nous autres, ça nous donne l'essence de notre nouveau combat. Notre nouveau combat, c'est comment libérer l'Afrique. Notre nouveau combat, c'est comment réformer ce Conseil de sécurité. Nous aussi, nous avons droit au veto. L'Afrique doit détenir son droit de veto. Et je déplore, honte aux pays africains aujourd'hui qui sont au niveau du Conseil de sécurité, qui sont en train de s'abstenir, qui gardent le silence. 3 pays africains sont là-bas. Personne ne porte le dossier du Mali. Parce que le Mali n'est pas membre de ce Conseil de sécurité qui est constitué de 15 États. Tout simplement, le Mali n'est pas membre. Aucun pays africain n'est en train de porter le dossier. Ça fait pas honte? Ça fait pas mal? Le président de l'Union africaine parle d'une médiation. Une médiation? Si la France avait accusé le Mali d'être derrière les terroristes, est-ce que l'Union africaine allait parler d'une médiation? C'est parce que ce sont des enfants maliens qui meurent. C'est parce que ce sont des Africains qui meurent. Et en échange, vous savez, pour terminer, M. Fabrice, on dit l'esclavage, 4 siècles d'esclavage. L'esclavage n'a jamais fini. L'esclavage a changé de forme. Tous les pays africains qui se vantent d'être endettés et d'avoir réalisé quelques infrastructures chez eux, c'est parce que ces pays africains sont en train de nous vendre, nous autres, à l'Occident. Général Issa Diawara, oui. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut avoir les précisions de ces 3 pays qui composent, qui sont au sein de ce Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ne soutiennent pas en l'état actuel le noble combat, le combat souverain du peuple malien, parce que les Africains doivent connaître désormais qui défend les intérêts de leur continent. Merci bien, et ça varie régulièrement. Actuellement, je pense, d'après mes informations, nous avons le Kenya, nous avons le Ghana. Le troisième pays m'échappe, mais il y a bien sûr le Kenya, il y a le Ghana, sans doute. Donc nous avons régulièrement 3 pays, il y a 3 sièges qui sont réservés au continent africain au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'est de façon régulière.
C'est pourquoi, même quand il y a eu, si vous voyez un vote contre un pays africain, par exemple, quand on venait sanctionner Kadhafi, les pays africains se sont abstenus. C'est très grave. Les pays africains ne votent pas contre. Mais je me demande à quoi servent ces sièges. C'est des sièges qu'on a donnés à l'Afrique, mais en réalité, ce sont des sièges qui appartiennent à l'Europe. Parce qu'aucun pays africain n'a jamais usé de son siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre un pays africain. Ça n'a jamais existé. Mais c'est Fabrice Doum, ce qu'on appelle des rebelles ici en Afrique. Si un groupe armé, si on crée un groupe armé en France ou en Europe pour déstabiliser un pays européen, est-ce qu'on va appeler ce groupe rebelle? Mais ce n'est pas un groupe rebelle. C'est un groupe terroriste. Quand vous attaquez à l'Occident, on vous appelle les terroristes. Pourquoi c'est en Afrique qu'on nous parle des termes rebelles et on nous contraint à des négociations? Pourquoi c'est en Afrique que nous disons que nous avons des preuves contre la France et en réalité, je vous dis, je mets quiconque au défi, le Mali a des preuves solides. En plus de la violation de l'espace aérien du Mali, le Mali a des enregistrements vocaux de communication entre les officiers français des terroristes. Le Mali a des preuves, des vidéos de collaboration des Français avec des terroristes. Le Mali a des images solides, on a toutes les preuves inattaquables, des preuves qu'on ne peut pas attaquer. Pourquoi ne pas nous permettre de confronter la France à ces preuves? Tout simplement pour la simple raison que si la France se met à la barre et que la France est incriminée, dites-vous que c'est adieu toutes les troupes françaises de l'Afrique. Et je l'avais tout entendu. Nous l'avons répété sur Afrique Média, que le Mali ne se limitera pas à expulser les forces françaises de l'Afrique. Le Mali va chasser les Français de toute l'Afrique. Ce n'est pas qu'au Mali qu'on va les expulser. Ils pensent être malins, ils sont allés se repositionner au niveau du Niger. C'est mal connaître les 5 colonels du Mali. C'est mal connaître ces jeunes. Ils ne vont pas lâcher la France tant que la France est en Afrique. Ils auront toutes les preuves pour expulser les Français de l'Afrique. Maintenant, tout pays tout dirigeant qui va s'entêter à garder des bases françaises sur son sol, c'est pourquoi Macky Sall se propose un médiateur. Parce que depuis l'indépendance, les militaires français sont toujours au Sénégal. La France a 350 militaires au Sénégal depuis l'aube des indépendances. Est-ce qu'il était question de terroristes? La France a 350 militaires au Gabon. Est-ce que c'est une question de terrorisme? Donc, il est question d'expulser les militaires français partout de l'Afrique. Pourquoi la France continue d'entretenir des bases militaires en Afrique? Pourquoi la France continue de créer des prétextes pour se maintenir et se faire gendarme de l'Afrique, soit disant qu'il y a des terroristes? Mais s'il y a des terroristes, les Africains vous demandent de partir. Partez! Et c'est compliqué. On vous demande de quitter le Mali. Vous avez dit que c'est le Mali qui vous a appelé. Ah, ça veut dire que le Niger ne vous a jamais appelé. Mais vous quittez le Mali, vous vous installez au Niger. Pourquoi? Pourquoi? Merci, le Niger ne vous a jamais sollicité. Ils sont allés négocier ça au Niger comme ça. Vous repositionnez là-bas. Vous repositionnez au Tchad là-bas pour déstabiliser toute l'Afrique centrale à partir du Tchad. Mais c'est quoi cette histoire? Merci. Partout il y a déstabilisation en Afrique, cette histoire de terroristes et autres, dites-vous qu'il y a une base militaire de la France qui n'est pas loin. Simple preuve, c'est le Tchad qui connaît le problème, c'est le Cameroun, c'est le Nigeria, simplement parce que vous avez une base militaire française, des bases militaires françaises au Tchad. C'est la Centrafrique en proie avec la rébellion. Et c'est le Niger, le Burkina, tous ces pays sont déstabilisés parce que les bases militaires françaises se trouvaient au Mali, mais maintenant au Niger, au Burkina, partout vous avez les bases françaises, à Côte d'Ivoire, il n'y a pas de paix. Mais à quoi servent ces bases-là? Mon Dieu, qu'ils retirent simplement leur base militaire. D'une autre réflexion. Merci à vous, Général Issa Diawara. Merci pour toutes ces précisions. Avant peut-être de vous donner la parole, doyen Basilikine, je vais apprécier à votre niveau, Linda Larbaoui, eh bien, ce fait, on l'a d'ailleurs compris avec le Général Issa Diawara, le fait qu'aujourd'hui, les Africains ne parlent pas d'une même voix pour une cause quand même souveraine qui concerne leur pays, et donc il est clair désormais que ce sont des États africains qui travaillent contre l'intérêt, peut-être pas, je parle des chefs d'État, puisqu'il faut dissocier l'action de ces chefs d'État, des peuples africains qui sont souverains de cette lutte panafricaniste que nous autres, nous sommes finalement enrôlés depuis plusieurs années. Quand on a dit cela, Linda Larbaoui, on veut peut-être comprendre qu'il faille aujourd'hui que la démarche du Mali aille jusqu'au bout, afin que
pour les plus sceptiques et les plus naïfs, que l'on puisse au mieux comprendre et apprécier aujourd'hui le rôle trouble de déstabilisation de l'Occident contre le continent africain aujourd'hui? Ça va continuer les déstabilisations. C'est pas parce qu'on aura gain de cause au niveau des Nations Unies que ça va s'arrêter. Tant qu'il y a un néocolon et un impérialiste, ça va continuer. Tant qu'il y aura une seule hégémonie qui gère le monde et qui sont les États-Unis, ça va continuer. Mais c'est pour ça que M. Lavrov, quand il était en Algérie, donc il était sur une terre africaine, il avait dit il faut contrer. Il a dit contrer. Mais quand on revient 2 jours après au discours de M. Medvedev, là il a dit il faut décortiquer l'ONU. Ça veut dire qu'il faut casser, il faut repartir sur autre chose. Donc tout le combat est là. Maintenant, moi, quand j'ai dit sûrement la France va vouloir négocier, ça ne veut pas dire que le gouvernement malien va accepter, mais elle va vouloir négocier. C'est pas une médiation, ça n'a rien à voir. Ça dépend ce qui sera proposé, si c'est le cas. Par exemple, je vais donner des exemples. Qu'est-ce qui peut aller dans une négociation telle et une négociation qui peut donner du pouvoir, sortir du franc CFA, par exemple, rapatrier les fonds maliens. Il peut y avoir beaucoup de choses. Je dis, moi, c'est un avis que j'ai donné, encore une fois, parce que mon propre pays est déjà passé par là. Donc, ça dépend. Je suis persuadée que le gouvernement... Linda Larbaoui, si on s'arrête sur ces éléments que vous avez énoncés, c'est-à-dire que sur l'hypothèse d'une négociation, le Mali demande aujourd'hui de sortir du franc CFA, et nous savons d'ailleurs que c'est un chantier qui est en train d'être sur lequel le gouvernement travaille, le rapatriement des fonds. Est-ce que ce serait cher payé quand même pour un État qui a pillé des années, des décennies le continent africain? Est-ce que ce serait cher payé pour la France? Dit négocier pour ne pas que l'affaire soit éclabousse la France, pour ne pas qu'elle sorte dans les journaux. Ça ne veut pas dire qu'on efface. L'Algérie n'a jamais effacé. On a quand même eu 250 000 de morts, directement morts et disparus pendant la décennie noire, et puis il y a les dommages collatéraux, il y a des gens qui sont encore handicapés. Mais une négociation, ça veut pas dire je prends une gomme et j'efface. On n'efface rien. Tout est là. Donc, et à tout moment, s'il n'y a pas voilà, nous avons eu l'exemple de Monsieur Tebboune quand il est remonté à 2012. Pourquoi il a parlé de 2012? Parce que c'est des accords que l'Union européenne et la France n'ont pas respectés. Et c'est pour ça que l'Algérie a tout gelé, elle a tout arrêté. C'est ça la négociation. Il faut être fort dans les négociations. Et au cas où ça doit arriver, je dis bien au cas où, parce que nous ne sommes pas à la place de ce gouvernement. Il a des éléments, certes, mais après, il faut voir les enjeux aussi. Il faut voir les enjeux. En 2001, quand l'Algérie avait décidé de faire la concorde civile, eh ben, il y a eu un référendum et le peuple a voté oui. Il avait voté oui parce qu'il voulait voir que il fallait que le sang s'arrête. Mais l'État algérien à l'époque avait travaillé sur ça, mais sur autre chose aussi. En 2019, quand le Hirak est sorti, quand nous sommes sortis, il y a pas mal d'anciens terroristes qui ont essayé d'envahir les rues. Encore une fois, ils ont été jetés par la population. Pourquoi? Parce que quand l'État algérien avait fait la concorde, donc ils sont descendus de leur montagne et ils ont lâché les armes, et ben on les a identifiés un par un. Donc chacun a vu qui de ses voisins était terroriste. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est très simple. Dans une négociation, ça veut pas dire c'est bon, la France ça s'en va, moi je sors du franc CFA. Et puis on s'arrête là, et puis demain c'est un autre jour. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui s'est passé dans mon propre pays, je sais que ça ne s'est pas passé comme ça. Et le jour où il y a eu débordement, justement, eh ben l'Algérie a ouvert les archives. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'affaire des moines de Tibérine.
de l'avion qui a été détourné et qui a atterri à Marseille, et les terroristes ont été embarqués dans cet avion, ils sont venus dans un avion Air France. Donc l'Algérie, elle a tout mis à nu, elle a ouvert les archives aux journalistes. Donc les négociations, c'est pas Monsieur Assimi Goïta, c'est bon, il signe avec la France, il s'arrête. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est des dossiers qui restent à l'ONU, ça ne disparaît pas, sauf que ça reste au secret. Maintenant, encore une fois, il faut voir les enjeux. Si la France voudra négocier, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'elle va donner? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Et tout est là-dedans. Et c'est là où la diplomatie va jouer un rôle. Et je vois qu'au niveau du Mali, il y a des très très bons négociateurs et il y a des très bons orateurs et il y a des très bons diplomates. Donc c'est eux qui vont jouer le jeu. Sans parler de Monsieur Assimi Goïta qui lui fait partie du côté sécuritaire, qui est militaire et qui connaît les dangers, qui a les tenants et les aboutissants des services secrets et des rapports militaires. Donc et les négociations ne se font pas en une journée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des intervenants. Il y a les 5 membres permanents de l'ONU. Donc il y a la Russie qui sera concernée, il y a la Chine qui sera concernée. Et bien sûr, il y a les 2 autres pays comme les États-Unis et l'Angleterre, les néocolons. Mais il y a quand même la Chine qui sera là, il y a la Russie qui sera là. Peut-être qu'il va falloir prendre un parrain comme l'ont fait les Algériens à un moment, et notre parrain c'était la Russie. Mais des négociations, c'est pas on s'assoit et puis on boit un café, en une demi-heure c'est fini. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis après, il faut tout mettre à table. Et c'est ce qui s'est passé en réalité avec Macron en Algérie. Quand on a parlé des accords de 2012, et avant ça, M. Tebboune avait parlé des accords de 68, ou des accords de, je crois, 96, oui, là où ils ont mis le tuyau de gaz qui passait par le Maroc et qui allait jusqu'en Espagne. Donc, tous ces dossiers ressortent à un moment ou à un autre, s'il y a un non-respect. Mais il y aura des dommagements, il y a plein de choses. Mais il faut après choisir les bons éléments qui jouent le rôle. C'est ça. Mais les négociations, on peut revenir là-dessus. À partir du moment où il y a non-respect, on peut revenir là-dessus. Merci à vous, Madame Lida Larbaoui. Alors, toujours est-il que, Papa Bassiliken, dans tous les sens de la chose, le Mali devra, en principe, en sortir le grand bénéficiaire autour de cette plainte. Mais est-ce que si on limite cette affaire aux seuls intérêts maliens, on n'a pas fauté, puisque le président Madakani le disait tout à l'heure, cette démarche malienne, tous les Africains panafricanistes, du moins pour ceux qui veulent la vraie souveraineté des États africains, se reconnaissent dans cette démarche. Est-ce que si on limite ça uniquement aux négociations entre la France et le Mali, certes, le Mali en sortirait bénéficiaire, mais est-ce que le reste, cela ne trahirait pas cette lutte panafricaniste? Écoutez, Linda Larbaoui nous donne des conseils, c'est bien, ça s'est passé en Algérie, c'est très bien, mais vous savez, les gens qui résistent à négocier, ce ne sont pas les Maliens. Ceux qui ne veulent pas négocier, c'est les Français. Parce que quand le Mali prépare le dossier en vue de s'adresser au Conseil de sécurité, la France sait ce qui est en train de se faire. Mais elle n'a pas changé d'attitude. Elle ne s'est pas rapprochée des autorités maliennes en disant, écoutez, pourquoi faire tant de bruit autour d'une affaire qui concerne 2 nations, à savoir le Mali et la France? Venez qu'on négocie. Au contraire, les autorités françaises ont toujours traité les autorités maliennes de junte, c'est-à-dire des personnes non compétentes et non habilitées. Vous pensez qu'avec ça, les Maliens ne sont pas disposés à négocier? Écoutez, quand les accords entre l'Algérie et la France sont signés, c'est bien parce que les armées
de l'armée de libération nationale, l'ALN, de l'Algérie, est forte et a fait plier le coq gaulois. Les négociations où vous venez à main nue avec seulement vos arguments, eh bien, elles n'aboutissent nulle part. La preuve, vous avez vu le Premier ministre du Burkina tout à l'heure. Il nous a dit, voici ce que nous souhaiterions, voici ce que nous voulons. Mais vous n'allez pas entendre les Français bouger d'un iota. Pour eux, l'Afrique, c'est leur propriété. Et ça, c'est depuis les Voltaire, quand ils ont dit que les nègres n'étant pas des humains, eh bien, la terre et les biens africains est à ceux qui voudront les prendre. Et c'est comme ça qu'en 1884, ils se réunissent à Berlin, puisque nous sommes convaincus que les nègres ne sont pas des humains, voilà, partageons-nous l'Afrique, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais les nègres qui ne sont pas les humains ont quand même travaillé pendant la colonisation, les colonisations pour enrichir les pays colonisateurs. Et l'Occident voudrait que cette situation-là soit éternelle. Et les Maliens et les Africains lucides et informés disent que cette situation-là doit s'arrêter. Et ce n'est pas, Madame Larbaoui, par la négociation qu'elle va s'arrêter. Les Français ont négocié avec l'Algérie parce qu'ils avaient beaucoup d'intérêt. Il y avait beaucoup de Français en Algérie qu'ils voulaient récupérer. Il fallait bien céder quelque chose. Mais sur le cas malien, c'est pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Le Mali, c'est un champ où les Français vont récolter librement et sans gêne. L'Algérie, c'était un pays qui a appris à se défendre, ce que le Mali est en train de faire. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Les Français ne sont pas prêts à négocier ni avec les Maliens, ni avec les Sénégalais, à supposer que les Sénégalais, changeant de gouvernement et de gouvernants, décident de négocier. La France, il faut la foutre à la porte. Et une fois qu'elle est rentrée à Paris, à ce moment-là, nous négocierons ensemble. Mais tant qu'ils sont là avec des bases au Sénégal, au Gabon, au Tchad, à droite, à gauche, devant et derrière, non, on ne peut pas négocier avec un pistolet sous la tempe. Si les Africains, si les Maliens allaient négocier aujourd'hui, quelle que soit leur volonté de la paix, quel que soit leur désir de préserver leurs intérêts, eh bien, avec le pistolet sous la tempe, avec les bases françaises en Afrique, on n'ira nulle part. Et je crois d'ailleurs que si la France avait l'intelligence de diriger ces affaires-là, elle prendrait les propositions du Burkina sur un plateau, prendrait les propositions du Mali sur l'autre plateau et dirait aux Maliens, voyez, les Burkinabés sont plus souples que vous. Alors nous leur donnons satisfaction et les Maliens pourraient se déjuger. Mais en l'état et tel qu'on connaît la France, généreuse, civilisatrice et exploitatrice et filouteuse, eh bien, il ne faut pas croire, Madame Larbaoui, que ce sont les négociations qui libéreront le Mali et l'Afrique des emprises, de nombreuses emprises françaises. Merci infiniment à vous, doyen Basilike Sylvain Baron. Vous êtes français et la question, je la veux toute simple. Quelle issue, à votre avis, donc, vu qu'on a écouté les uns et les autres, quelle issue autour de cette affaire de la plainte du Mali au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Bon, alors pour ne pas être complètement largué, j'ai été regarder sur le site de l'ONU quelle était la plainte en question afin de savoir quels étaient les exposés. Je vais pas revenir sur tous les faits qui ont été déclarés. J'ai la liste sous les yeux. Aucun déjà n'est un fait de guerre dans le sens où il y aurait eu des personnes, soit militaires ou civiles, qui auraient été tuées par la force. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est excessivement grave et irréparable entre guillemets. Il y a bien des violations de souveraineté qui sont précisées et qui relèvent effectivement un certain nombre de violations du droit international. Sylvain. La question étant, c'est qu'il faut déjà... Sylvain, dans la plainte, il est aussi évoqué que
la France arme les terroristes, c'est un fait extrêmement grave. Oui, exactement. Je vais arriver sur deux faits qui, pour moi, sont assez intéressants à exploiter. Pour ça, je disais, je vais pas revenir sur tous, mais au moins sur deux. La première, c'est une histoire dont on a un peu entendu parler dans les médias français, mais qui n'a pas été creusée, et sur lesquelles il sera intéressant d'avoir des informations sur des considérations anti-françaises ou des considérations piennes ou cela, mais plutôt parce qu'il y a tout simplement eu des civils qui ont été bien tués, qu'un drone français les a photographiés. La discorde entre le Mali et la France à ce sujet qui accuse la France d'avoir disposé ces cadavres, ou du moins indirectement avoir pris des photos après l'armée malienne soit arrivée sur place de telle façon à accuser l'armée malienne d'être responsable de ces tueries. Donc ça, c'est un sujet qui est à la rigueur plus polémique pour moi. Ce qui m'intéresse, pourquoi ces gens sont été tués. Le deuxième est plus intéressant parce que j'en ai pas du tout entendu parler. Alors, il évoque le fait que dans la nuit du 2022, vers 3h30 du matin, un hélicoptère a atterri aux environs de la forêt de Ougriche, au sud de Lerneb, en Aratène, cercle de Gundam et Tombouctou. L'hélicoptère embarquait deux éléments d'Ibrahim Ag Baba, lieutenant d'Abou Tala, chef de l'émirat de Tombouctou, pour une mission inconnue. Donc, en me renseignant un petit peu sur les accords d'Alger et les parties impliquées, je crois qu'on parle des Touaregs notamment, et que quand on cherche un petit peu l'historique de toutes ces histoires au Mali entre les Touaregs, le terrorisme et l'implication de la France, le nom d'Ibrahim Agbaba n'est pas nouveau pour moi, je le vois ressortir. Je ne sais pas, par exemple, à mon point de vue, si c'est bien quelqu'un qui ressemble les intérêts des Touaregs, donc une partie de la population malienne qui n'est pas nécessairement terroriste, mais qui a ses repères culturels, voudrait reconnus, je suppose, au sein même de l'État malien, ou des réels terroristes qui ont maille à partie avec les Touaregs ou les autorités françaises. Donc je ne sais pas qui est la personne, les deux personnes qui ont été évacuées, tout à fait le Mali, que les informations qu'ils communiquent sont valables, mais il nous faut justement des précisions sur ces affaires-là. Est-ce que ça gêne, est-ce que c'est justement des ennemis du Mali intérieur, on va dire, ces éléments d'Ibrahim Agbaba? Est-ce que moi, je suis en tant que Français capable de le situer? Vous voyez, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui est un faux représentant de la France, dans le sens où je suis un usurpateur, un traître, le chien servile des Américains, des intérêts financiers ou industriels qui m'ont catapulté par l'entreprise des médias qu'ils possèdent en France, et qui n'est pas là pour d'ailleurs défendre nos intérêts nationaux, qui est là pour défendre les intérêts d'autrui. Et je peux vous dire que s'il y a une chose que l'on constate depuis quand même quelques années, c'est que l'histoire de la France-Afrique, ça n'existe plus. C'était plutôt dans les années 70 et 80, allez, jusqu'aux années 90, où les élites françaises qui avaient un certain âge, étaient très impliquées sur la question africaine et s'intéressaient à l'Afrique. Peut-être en bien ou en mal, mais en tout cas, elles étaient intéressées, elles connaissaient les questions africaines. Même si c'était pour en jouer en défaveur de l'Afrique. Aujourd'hui, nos élites, nos représentants sont parfaitement médiocres. Non seulement ils ne s'intéressent plus à l'Afrique en tant que tel, mais ils s'intéressent pas au monde. Donc pour nous, les Français qui sommes censés nous informer sur des questions qui regardent l'Afrique et la France, notamment au Mali, on a quand même un cruel manque d'informations. Moi, je fais partie de ces gens très fiers de mon drapeau français, de la même façon j'espère qu'un Malien est fier de son drapeau malien, qu'un Algérien est fier de son drapeau algérien. Nous sommes des peuples. Les peuples ont le droit d'être fiers de leur identité. Les peuples ont le droit de ne pas vouloir être humiliés en fonction des aspérités de l'histoire. Chaque peuple a dans son histoire des parts, des moments qui ne sont pas très glorieux. C'est pas que le peuple français, le peuple malien, le peuple algérien, tous les peuples du monde peuvent revendiquer avoir des moments qui ne sont pas très glorieux dans leur histoire. Ce qui compte, c'est surtout ce que l'on fait de l'avenir, avoir aussi à un moment le respect des populations et savoir distinguer les oligarchies nationales qui n'agissent pas au nom des peuples, y compris en Afrique d'ailleurs, pas qu'en France ou en Occident, mais y compris en Afrique, et la distinction avec des peuples qui, eux, aspirent à un mieux et à un vivre ensemble d'une certaine façon. Donc, moi, je suis plutôt en attente que les informations maliennes qui ont été déposées dans la plainte, notamment sur les deux que j'ai cités, soient un petit peu précisées, notamment par vos experts qui auront peut-être plus de compréhension de ces sujets pour nous permettre à nous, Français, de pouvoir écrire quelque chose là-dessus et alerter à notre peuple
de ce que peuvent éventuellement faire les autorités françaises au Mali, qui soient fort peu diplomatiques, on va dire. Et nous, on est très heureux que vous soyez là afin d'être, passez-moi l'expression, à jour d'un certain nombre de faits géopolitiques. Très cher ami Sylvain Baron. Président Malakane, nous vous donnons la parole. Je ne voudrais pas conditionner votre réflexion. Vous avez pris assez de notes. On a écouté les réactions des uns et des autres. Que peut-on en dire en plus, Président? Je crois que les précisions sont... Les qualifications sont faites. Je peux appeler monsieur, il s'appelle Sylvain Baron, c'est un ami. Il a décliné son positionnement et son rapport au drapeau français qu'il affiche fièrement, j'ai bien compris ça. Il dit de distinguer les oligarchies nationales des peuples. Des oligarchies, n'est-ce pas, des peuples, j'ai bien compris ça. À partir de ce moment-là, on peut discuter sérieusement. Voilà, donc c'est bien, j'ai très bien compris ça. Les panafricanistes connaissent très bien ces nuances, ces distinctions-là. L'internationalisme, les panafricanistes sont très familiers de ça. On va même au-delà de l'internationalisme. La solidarité des peuples du monde contre les mondialistes, par exemple, les oligarchies mondialistes, on connaît ce que c'est. Donc, bienvenue. Donc, je vois que là, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais maintenant, quand on a dit ça, je ne comprends pas certains raisonnements de notre ami Jean Baron. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, Sylvain Baron, il ne faut pas que les éléments anecdotiques remplacent le fond d'un dossier. Il ne faut pas que les éléments anecdotiques remplacent le fond d'un dossier, parce que ça, c'est une vieille tradition. C'est une vieille tradition, n'est-ce pas, qui consiste, et souvent l'État français est très expert dans ça, de faire la diversion en utilisant un élément anecdotique, n'est-ce pas, un élément spécifique, n'est-ce pas, insister dessus pour distraire les gens sur le fond du dossier. Premièrement, qu'est-ce que la France fait au Sahel? Allons pas à pas. Qu'est-ce que la France fait au Sahel? Qu'est-ce que la France fait en Afrique? Il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on peut partir de très loin là maintenant, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a justifié l'esclavage? Qu'est-ce qui a justifié la colonisation? Et vous faites quoi? On connaît très bien l'histoire. On connaît très bien l'histoire. C'est l'accumulation primitive du capital. Ça, c'est l'esclavage. Pas de méthode, c'est-à-dire le crime absolu. Traite des nègres, déportation des nègres, traite des nègres, maltraitance absolue, destruction systématique d'une population. Fabrice Diop. Et on va justifier ça. Et on va justifier ça. Et on va justifier ça par la mission civilisatrice. Et quand les Africains vont parler, on va commencer à intervenir les questions d'anecdotique, les questions périphériques. Oui, les Africains ont vendu leurs frères. On invente ça. Il y a eu la vente du frère. Après, on commence à dire non, vraiment, il y a les amis des Noirs, il y a les Blancs qui ont lutté contre l'esclavage, ils étaient avec les Noirs, tout ça est consort. Mais c'est le débat là-bas. Le débat, c'est l'esclavage. Le débat, c'est l'élaboration systématique de l'esclavage et de l'imposer à un peuple. Et de transporter les gens par centaines de millions pour les déporter ailleurs. Et les faire travailler dans des plantations. Et d'empocher tous les bénéfices, tout le produit. Et après, on les insulter, les tuer. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est le fond du dossier. Vous ne voulez pas remplacer ça par vos fantasmes à vous en inventant des gens qui ont vendu leurs frères. Et après en disant que oui, quand même, il y avait les blancs très gentils, les philanthropes qui étaient du côté des noirs. C'est pas ça le débat. Alors ça recommence là. Si on reconnaît, j'ai bien dit ici que l'annexe de la plainte, il y a une plainte, l'annexe. Il y a deux volets. Le volet armement des terroristes, qui pour l'instant, l'État malien n'a pas encore déposé. Ça c'est au niveau de mes informations. C'est pas encore ouvert. Mais le premier volet, il a bien reconnu. C'est-à-dire c'est bien détaillé à ce niveau-là. Alors, pourquoi la France, d'abord, comme je l'ai dit, qu'est-ce que la France fait dans le Sahel? En Afrique. En Afrique, je dis en Afrique, et au Sahel, elle fait quoi là-bas? Que font, qu'est-ce qui peut expliquer que la France vienne créer une ville militaire, une cité militaire qu'on appelle Barkhane, avec des tonnes de matériel militaire pas possible, et que depuis qu'elle est présente, les terroristes gagnent 80% du territoire malien. Et que les terroristes, elles n'arrivent pas à combattre quelques petits terroristes dans tout le Sahel. Qu'est-ce que la France fait là-bas? Monsieur Baron n'est pas au courage du pillage des matières premières par Barkhane. Pendant qu'ils sont là, il y a les images, il y a les vidéos, c'est vulgaire. Tapez Internet, vous allez voir ça. Ils pillent, ils volent de l'or, ils font tout. Est-ce qu'il peut expliquer d'où vient l'or de la France?
Comment la France qui n'a pas d'or est parmi les premières puissances a dit que la troisième réserve de alors, elle pense à où? C'est où? En Afrique. On peut en parler. Pourquoi la France interdit aux militaires maliens d'entrer à Kidal? Un territoire malien. Un territoire malien. Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? C'est pour quelle raison? Pourquoi les terroristes défilent ils défilent? Comment les gens de la Savoie défilent tous les jours là-bas? Et maintenant là, défilent devant l'ambassadeur français. Ils défilent. Chaque année là, ils défilaient. Ils défilaient quoi? On peut citer. Donc, le débat n'est pas à ce niveau, mon cher Sylvain Baron, pardon. Le débat n'est pas à ce niveau. Il y a des principes clairs. Quand le Mali discute avec la France de la coopération militaire, c'est ce mandat de l'ONU. Le mandat onusien est clair. Les missions sont claires. Parmi ces missions, l'éradication du terrorisme. Mon cher, c'est écrit. Éradication du terrorisme. Je laisse de côté la préservation de l'intégrité du territoire, la préservation et la garantie de l'intégrité du territoire malien. Ce sont les objectifs qui sont assignés à l'ambulissement et à Barkhane. Et à Serval devenu Barkhane. Mon cher Fabrice Dom. D'abord, la France n'a pas... Le mandat qu'on a à la France est un mandat purement, c'est-à-dire de coopération. De coopération d'information aérienne. Aérien. Par quelle magie la France se retrouve au sol? Par quelle magie la France se retrouve au sol? Par quelle magie Serval est devenu Barkhane? Par quelle magie? Et après, on nous a amené une force européenne après. On a même dépassé Barkhane maintenant pour faire une force européenne. Ils appelaient ça quoi? C'est Takuba. Takuba. Il y a quand même un problème. On revient en 1884. Mais même pire avant. Et dans tout ça, les gens font des opérations sur le sol malien. On interdit à l'État malien de s'y mêler. Il y a le déplacement des forces militaires, les déplacements logistiques, le déplacement de contingents sur le sol malien, des manœuvres et consorts. Quand l'État malien réagit, on lui demande de se taire. On a vu ça avec les petits Danois, comme est-ce qu'ils les appelaient comme ça? Pour ne citer que ce cas-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Il ne s'agit pas de convoquer un ennemi intérieur. Non. Mon cher baron. Dans ce cas, il y a des ennemis intérieurs partout. Les gilets jaunes étaient ennemis intérieurs en France. Est-ce que pour autant, un pays étranger pouvait venir s'acoquiner avec les gilets jaunes? Voilà. D'ailleurs, à l'époque en France, M. Macron a fait courir la rumeur que les gilets jaunes étaient manipulés par les Russes. Crime absolu. Pour disqualifier ce mouvement-là. Donc, il ne s'agit pas d'inventer l'ennemi, de parler de l'ennemi intérieur. Tous les États du monde ont les ennemis intérieurs, à commencer par la France. Donc, alors, quand on me dit que l'histoire de la France-Afrique n'existe plus, ben, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit un peu sérieux. La CEDEAO, c'est quoi? La Côte d'Ivoire, c'est quoi? Comment on peut expliquer? Parlons seulement du troisième mandat de M. Ouattara. On prend seulement ce cas-là. Ne parlons même pas de son arrivée au pouvoir. Ça, c'est pas la France-Afrique par excellence. L'armée française qui bombarde un palais présidentiel. Mais je ne veux même pas arriver là. On m'a dit que c'était en 2010. Peut-être... Je parle des affaires de cette année-ci. Cette année-ci. Il va dire que c'était en 2010. On peut dire que bon, c'est en 2010. La France-Afrique, c'est... Le franc-CFA, c'est quoi? C'est pas la France-Afrique? Peut-être pas au même niveau d'information. Non, c'est pas... Non, c'est même pas... Avec nous autres. Non, c'est même pas un niveau d'information, mais à ce moment-là, bon, il nous a permis de mettre à sa disposition donc cette information. Donc, la France-Afrique, elle est là. C'est quoi là? Mais c'est pas possible ça. Mais c'est quoi la convocation d'un sommet à Montpellier? Qu'est-ce qui donne le droit un président français à ce que lui appelle le représentant d'oligarchie financière mondialiste, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui donne le droit à un petit président français de convoquer un sommet pour parler de l'Afrique et qu'on fait des résolutions, on lui donne ça, il dit qu'il va faire appliquer. Il faut le même fonds pour appliquer les résolutions. Il est le président des Africains. Et s'il y a une élection en Afrique dont l'objet est de lire M. Macron, président de l'Afrique, mais il y a quand même des problèmes. Alors, c'est quoi? Elle dit que ça parce qu'on
on a changé le blanc en vert, ou on a changé noir en jaune, on dit que la France-Afrique n'existe plus, mais la France-Afrique n'a jamais été aussi présente que ce monsieur Macron. Il est même plus dangereux. On préfère les anciens colons français là, que de voir quelqu'un qui se présente, il joue aux jeunes, innocents, machin, alors qu'il est pire. Il est pire. Le sommet de Montpellier, c'est quoi? Tous les discours de Macron, tous ces discours sont d'une arrogance, c'est-à-dire hyper coloniale. Son comportement, sa démarche, ses discours à l'égard de l'Afrique, matin, midi, soir. Mais c'est intolérable, c'est insupportable. Mais dans un contexte sérieux, monsieur serait personne non grate en Afrique. Aucun pays africain ne devrait le recevoir. Aucun. Vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un qui passe de matin, midi, soir à vous attaquer, à vous insulter. Un petit parfait voyou. Mais c'est-à-dire que la France-Afrique n'a jamais été aussi présente comme ça. C'est parce qu'on changeait les couleurs. Hein? Démanteler le compte d'opération de la manière dont il a fait d'ailleurs. C'est-à-dire que la France a dit solde le tout compte du compte d'opération seul. Et la France s'assoit avec la France et fait le solde de tout compte du compte d'opération et dit que vraiment voici les comptes. Et impose aux pays africains. Donc ça c'est quoi? C'est pire que là. Ça c'est quoi? C'est pas la France-Afrique ça? Hein? Fait pas. Elle dit animé par un jeune homme qui dit qu'il n'a pas connu la colonisation. Mais ça dit, et il pense que c'est fini. Mais nous on a dit ici, Fabrice Ndom, la France va rembourser cet argent. Donc, il faut que M. Baron, c'est-à-dire qu'il a dit au peuple français que, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ils vont faire. Nous on ne peut pas les soutenir. Mais l'affaire du compte d'opération n'est pas soldée. Tout le bricolage qui est fait par M. Macron et la petite cellule là de Bercy qui gérait le franc CFA, il a dit qu'on va voir, c'est amusant. Ils vont rembourser jusqu'au dernier, comment dire, jusqu'au dernier racard. Ils vont rembourser jusqu'au dernier rond. On ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire que la gesticulation de M. Macron qu'il a appelé solde là, jusqu'à faire verser, ça dit qu'on a remboursé, machin, il me fait rire. Ça me fait rire. Ça dit que ça me fait rire. Mais voilà la France-Afrique. Voilà la France-Afrique. Lorsqu'un président va en visite officielle dans des pays étrangers, vous êtes en visite officielle dans un État, Fabrice Ndom, vous vous permettez en pleine visite officielle d'attaquer d'autres États qui sont amis du pays qui vous reçoit. Si ce n'est pas la France-Afrique, si ce n'est pas la France-Afrique, qu'est-ce qui permet à quelqu'un de se comporter comme ça? Mais je veux bien faire la distinction entre le peuple français et les dirigeants français. À ce moment-là, M. Baron tire les conséquences. C'est un peu une démocratie en France. On tire les conséquences. Vous ne pouvez pas dire que la France est une démocratie et après dire que les actes des personnes élues, les actes des personnes élues d'engagement par le peuple français. Nous comprenons la situation des peuples. Mais les terminologies que nous employons ne sont pas les mêmes. Parce que si on emploie une terminologie, on me dit que M. Macron, ok, d'accord, distinguer l'oligarchie, n'est-ce pas, un représentant d'une oligarchie et le peuple français. Je suis d'accord, mais à ce moment-là, on tire les conséquences. On commence par avouer, et ça c'est l'honnêteté intellectuelle, que la France n'est pas une démocratie. Et là, on est d'accord. Tout à fait. Mais là, combien de Français peuvent admettre que la France n'est pas une démocratie? Mais ce monsieur passe son temps, on est une démocratie. Nous luttons contre les autocraties. Nous, on est la démocratie et la dictature. Mais quel est ce comportement-là? Même en plein France-Afrique, la vieille France-Afrique, que M. Baron a convoqué, mais, excusez-moi, Fabrice Ndom. Un peu plus galant. Oui, c'était des criminels. Mitterrand, c'était un criminel, paix à son âme. Chirac, pareil, paix à leur âme. Mais ils avaient une certaine hauteur dans le crime. Auteur dans le crime quand même, mais c'est tout le crime, hein. Mais ils avaient quand même une certaine hauteur. Mais ce type qui est là, les Sarkozy, toute cette racaille-là, n'est-ce pas, qui est élu démocratiquement, c'est quoi ça? Mais c'est-à-dire, il y a même une mutation dans la putréfaction de la France-Afrique. C'est même plus grave. Les gens se présentent comme étant des gens neufs, mais ils sont pires. Ils sont pires. Mon cher Fabrice. Mais on parle même loin. Mais c'est quand même terrible ça. C'est-à-dire que si on veut décortiquer les relations France-Afrique, mais alors à l'autre niveau, mais c'est pas possible ça. C'est-à-dire que vous avez des engagements avec les États que vous avez signés. C'est-à-dire, même les accords coloniaux que vous avez signés, même ça vous dépasse à respecter. C'est vous qui avez signé d'accord secret de coopération coloniaux. Hein. Vous avez imposé ça par la force. Ok, les gens ont dit ok, vous êtes forts. Pour le moment, vous êtes forts que nous.
D'accord, on accepte. Mais même ça, vous n'appliquez pas. Si on prend le cas du franc CFA, article 7 des accords monétaires à l'époque, qui obligeait l'État bandit qu'on appelle France de renflouer les États en devise en cas de crise. Et la France a pris cet article-là, déchiré, mettre dans la poubelle, imposer le plan d'ajustement aux pays africains. Et ce n'est pas le seul cas. On ne peut pas citer les cas où ils n'ont elle ne sait même pas ce qu'on appelle un accord. L'accord pour la France, c'est la soumission. L'accord pour la France, c'est la reddition. C'est la reddition. Elle dit, il y a des accords comme ça, elle ne fait même pas. Or, les pays africains ont tenu tous les engagements. Mais vous savez, le procès là, ça va encore commencer. Hein. Là, on est seulement en train de nous chauffer. Comme on dit au quartier, on s'échauffe. Comme Poutine a dit, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Parce que s'il faut faire le procès des relations France-Afrique, des relations de l'Afrique et de l'Occident, mais c'est grave. On n'a pas encore commencé. Hein. Ça n'a pas encore commencé. Donc, cette affaire au Mali, oui. Donc, cette affaire au Mali, là, de quoi c'est qu'on est en train de parler là? Le problème est très simple. Un État constate que sa sécurité est menacée au niveau vital. Et toi, supposons, ok, prenons la France au mot. Toi, tu dis que tu es un partenaire de cet État. Toi, tu dis que tu es un partenaire, tu es l'ami de l'État, tu veux l'aider, tu es trop gentil. Donc, acceptons que la France est gentille. Hein? C'est le fils aîné de l'Église catholique. La fille aînée, elle est éprise des valeurs chrétiennes. Donc, elle est gentille. Ok, l'État te dit que tout le monde voit que l'État est à terre et est menacé dans sa survie. Fabrice Dom, qu'est-ce qui a empêché la France, s'il est vraiment question de lutter contre le terrorisme, de s'entendre avec l'État malien? Qu'est-ce qui peut vraiment expliquer ça? Que la France ne s'entende pas avec l'État malien? Si, tant soit-il, n'est-ce pas, c'est le terrorisme qu'on veut qu'on combatte. Deuxièmement, mais qu'est-ce qui peut amener la France à croire qu'elle peut aimer le Mali plus que les Maliens? Qu'est-ce qui peut amener le petit garçon de l'Élysée et ces petits ministres-là à croire qu'ils ont le Mali plus que Assimi Goïta et ses ministres? Comment on explique ça? Toi, comment ce qu'on appelle communauté internationale? Évidemment, la pègre internationale, c'est son vrai nom, la pègre internationale, qui pourtant lutte contre le terrorisme. Mais comment on peut expliquer, n'est-ce pas, mais qu'ils ont de la peine aussi grave à s'entendre avec l'État malien? Qui lui dit que me voici, je suis en lutte contre, me voici, je connais ça. Je suis le colonel Assimi Goïta, je connais, j'étais au front, je connais. C'est mon pays, j'étais au front, je connais ça, nous connaissons ça. Mais dites-moi ce qui peut expliquer que ces gens-là, ça va au point où, c'est-à-dire qu'on arrive où on est arrivé là. Non. Il ne s'agit pas de lutter contre le terrorisme, c'est un prétexte. Il s'agit de venir recoloniser l'Afrique à travers les mécanismes que nous connaissons tous. Et ça, ça ne passera plus. D'accord. Plus et jamais. D'accord. Merci à vous. Docteur Bassikin, pour sortir, puisqu'on va évoquer le cas de l'Algérie. Oui, pour sortir, je voudrais rappeler, vous avez dit qu'il s'appelle comment? Baron? Monsieur Sylvain Baron. Monsieur Sylvain Baron dit que la France-Afrique, c'est fini en 1970 avec les vieillards qui sont morts. Alors, eux aujourd'hui, ils continuent de vendre de l'énergie nucléaire civile à toute la planète. Monsieur Sylvain Baron peut nous dire où sont les réserves d'uranium en France? C'est en Afrique. Au Niger. Au Niger. Et au Mali. Et au Mali, si Barkhane a traversé de l'autre côté, c'est bien que le filon se trouve dans les deux pays. Tout à fait, dans tout le Sahel. Voilà. Est-ce que monsieur Baron peut nous expliquer comment il se fait que la France, pas plus grande que l'Espagne, pas plus grande que l'Italie, enfin, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins que l'Allemagne, que la France est la 3e réserve du monde d'or? Où sont les mines d'or de la France? Où a-t-elle pu réunir tout le trésor nécessaire pour acquérir cet or-là? Donc, quand il... Et puis, vous voyez, M. Baron, lui, l'ONU n'a pas encore examiné la plainte du Mali, que M. Baron a déjà le contenu. Et il est venu, Afrique Média, raconter aux Africains et au reste du monde que non, les Maliens sont des nègres.
Ce sont des nègreries qu'ils font et ils ne connaissent rien à ce qu'ils disent. En réalité, voici la situation. La France-Afrique est finie en 1970. Aujourd'hui, nous sommes blancs comme neige. Nous sommes un pays civilisé. Nous sommes un pays qui cherche à coloniser. Non, qui ne cherche plus à coloniser, mais à coopérer, un pays partenaire. Alors moi, je demande à monsieur Baron, si vous offrez votre partenariat à quelqu'un qui n'en veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le Malien dit, je ne veux pas des Français, ni de son armée, ni de ses entreprises, ni de ses bons missionnaires coopérants. Mais c'est souverain. La France n'a qu'à tirer les conséquences de ce rejet. Et je crois qu'en réalité, si on interrogeait les Africains, tous les Africains, malgré que M. Baron essaye de nous expliquer que ce sont les oligarchies africaines qui sont mauvaises. Et ça me revient un peu, monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun a dit, ah, vous n'avez pas à vous en prendre à la France, hein, vous n'avez qu'à faire une introspection de vos actions. C'est-à-dire, vous élisez au Cameroun des gens incapables et nous venons vous aider et vous n'êtes même pas reconnaissant. Non, ce discours-là, messieurs, a trop duré. On l'a accepté, on en a mangé plus qu'à plus soif. Monsieur Baron, s'il vous plaît, comme un de deux autres de vos compatriotes qui étaient venus un jour sortir leur mouchoir ici sur le plateau d'Afrique Média en disant la France dépense au Sahel 1 milliard d'euros par jour. Moi je leur ai rétorqué, mais ce milliard il est dépensé à Paris, en France. Sauf les cacas des soldats français sous nos sables. Qu'est-ce qui d'autre reste chez nous? Évidemment, ils ont fui comme M. Baron a fui. Merci à vous, docteur Basilike.